organisé beaucoup plus sur des modèles associatifs. Donc, nous, on a, entre autres, la Maison de la Citoyenneté mondiale, qui est un petit peu la maison mère de tout un tas de nos activités et nos actions, mais qui n'est pas forcément en courroie de transmission, comme dirait Roger, des alternatives autogestion, par contre, qui contribue et qui œuvre dans le même sens avec les mêmes valeurs. Donc, sous l'égide de la MCM, sont nés un certain nombre de structures spécialisées et des projets très concrets qu'Houssine, peut-être à ce sens-là, prendra, énumérera à un moment donné peut-être les projets. Mais moi, je vais parler du coup d'une des associations spécialisées qui a été créée, qui s'appelle JIT, Justice, Insertion et Droit. En fait, c'est une association qui a été créée de mémoire, je dirais, en 1998. À l'origine, il y a eu plusieurs versions ou plusieurs versions de l'association JIT. La première version a été beaucoup plus dans l'accompagnement et de la régularisation des demandeurs d'asile. C'était la version 1.0 quelque part. Après, ça a évolué de plus en plus vers une association qui faisait l'accompagnement des personnes, entre autres d'origine immigrée ou des primo-arrivants à travers l'attribution des logements dans le cadre de ALT. ALT, c'est allocation de logement temporaire. Donc, c'est une aide de l'État qui permet à des associations de louer des logements et de le sous-louer ou de le donner de le laisser occupé par des personnes en difficulté. À un moment donné, nous étions à une soixantaine de logements à gérer. Et puis, il y a eu une version JID 2.1, ça veut dire qu'on a évolué, on a diminué le nombre de logements qui étaient une soixantaine de logements vers 16 logements et on a fonctionné beaucoup plus sur l'accompagnement de ces personnes-là à travers une insertion par le logement et à travers aussi l'auto-rénovation des logements leur permettant d'acquérir des compétences techniques, etc. Bref, il y a 2 ans, on a complètement abandonné, en tout cas, l'accompagnement par le logement. Les logements qu'on gérait, on l'a donné à une association spécialisée sur la question de logement et d'hébergement sur Mulhouse, pour ne pas le nommer Aléos. Et nous, on s'est orienté vers un autre projet qui était devenu un petit peu le projet central de l'association JIT, qui était Altodiscrimination. L'idée essentielle, c'était de créer une permanence contre toutes sortes de discriminations, de mettre en place des formations au niveau des habitants et des professionnels sur la question de discrimination et aussi d'organiser des rencontres conviviales, artistiques et de réflexion des débats autour de vivre ensemble. Et malheureusement, le Covid en 2020 a un petit peu stoppé tous nos projets dans ce sens-là, parce que pour mois d'avril 2020, nous, on avait programmé une pièce de théâtre, des rencontres conviviales et des formations, et tout cela a été stoppé un petit peu par le Covid. Et aujourd'hui, on essaye doucement de reprogrammer toutes ces dimensions-là et de continuer notre action de la lutte contre les discriminations. Voilà, c'est un petit peu à la demande de Houssine qui voulait qu'on présente aussi la deuxième association. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Houssine pour parler un petit peu d'autres projets qui est au niveau de la MCM, parce que c'est lui essentiellement qui coordonne ces projets-là. Et après, on va peut-être revenir sur un bulletin qu'on publie 3 ou 4 fois par an, et peut-être aussi revenir sur la dimension politique où on a lancé depuis les élections municipales une assemblée populaire et citoyenne qui continue un petit peu le travail des citoyens à côté d'un certain nombre d'élus, parce qu'on était présent sur une liste Mulhouse Cause Commune, et on continue cette action-là. Et il y a peut-être aussi, après, dans un dernier temps, on va peut-être revenir aussi sur le travail qu'on a entamé aujourd'hui sur le rassemblement des forces de gauche pour les élections départementales. Donc moi, je vais peut-être laisser la parole à Houssine et on va peut-être reprendre après par la suite. Merci, Mohamed. Donc, l'un des projets d'ampleur sur lequel nous sommes engagés,
enfin, je parle dans le micro là. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, 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 oui. Et donc, en fait, c'est un projet transfrontalier entre Fribourg en Allemagne, Bâle en Suisse et puis Mulhouse, en fait, qui est financé, en fait, qui est cofinancé par un programme européen qui s'appelle Interreg, qui est basé sur la question de l'accès à une alimentation saine et responsable pour les personnes, en fait, pour le plus grand nombre, on va dire. Et donc, autour des jardins urbains, en fait, des jardins partagés. Donc, en fait, c'est un projet d'ampleur qui a commencé maintenant depuis 2000. En fait, le réseau lui-même s'est créé en 2017. Et donc, ce projet se concrétise depuis 2019 maintenant. Et donc, ouais, c'est un partage d'expériences entre Allemands, Suisses et Alsaciens, on va dire, sur les questions de l'accès à l'alimentation digne et de qualité pour tous. Donc voilà, en fait c'est un projet qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année en cours, quoi, de l'année 2021. Je ne sais pas, ça c'est éteint. Pardon, il y a un souci? Non? Marjorie, tu peux couper un micro apparemment. C'est celui de Jean Fauché là qu'il faut couper. Okay. Oui. C'est pas la censure gaulienne, hein. Gaulliste, gaulienne. Ossine, Oui, je poursuis. Donc, en fait, un deuxième projet qui nous tient beaucoup à cœur, auquel on est très intéressé depuis, en fait, depuis 2 ans à peu près maintenant, ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle le tourisme solidaire, donc les voyages solidaires, donc voir comment, en fait, réinventer un autre tourisme face au tourisme de masse traditionnel. Comment aujourd'hui arriver à promouvoir des voyages touristiques solidaires, des voyages apprenants qu'on apprend aussi, en fait, c'est l'autre dénomination, c'est-à-dire comment apprendre à travers le voyage. Donc là, en fait, c'est un projet qui s'appelle Voyage de l'espoir, aussi dans le cadre transfrontalier, mais là, cette fois, avec en plus des Allemands et des Suisses, des Hollandais et des Autrichiens. Donc, c'est un projet d'ampleur. Roger pourrait y revenir parce qu'il lui tient beaucoup à cœur pour voir comment créer des passerelles entre les mouvements citoyens de ces différents pays transfrontaliers à travers le voyage apprenant, le voyage touristique solidaire. Voilà, donc ça, je coupe rapidement aussi pour dire que ces voyages de l'espoir, c'est basé sur un groupe de militants très, très, très actifs, que ce soit en allemand ou les petits Suisses ou les Hollandais. On les connaît depuis des années, 20, 30 ans, et on milite ensemble sur les problèmes liés au chômage et à la précarité. Et donc, le but, c'est tout simplement de faire 3 ou peut-être 4 voyages en Alsace, à Stuttgart en Allemagne, à Arnhem en Hollande et peut-être à Vienne pour terminer. À Vienne pour terminer, pour essayer de découvrir des expériences un petit peu à contre-courant et de redonner le moral à nos troupes pour montrer que ce qu'on raconte, ben, ça existe ici et ailleurs. Aussi, continue le combat. Et après, la troisième dimension de notre action, c'est ce qu'on appelle les solidarités, pas internationales, parce que les citoyens du monde, un mouvement auquel on appartient aussi, n'aiment pas trop ce terme international. Donc, nous, on dit les solidarités transnationales. Donc, à travers des projets autour de la citoyenneté active sur des thématiques comme en Guinée, par exemple, on a un projet autour
au fait de l'agriculture fermière, au fait des petits fermiers qui se mettent ensemble à travers une membre du conseil d'administration de la MCM qui est là-bas en ce moment en Guinée. Brigitte pourra compléter à travers des projets au Sénégal et au Pakistan. Voilà. Je pense avoir Est-ce que, d'abord une question, sinon vous passez d'abord au niveau du groupe de chômeurs, est-ce que vous pouvez rester jusqu'à la fin parce qu'ils ont un problème si oui, Brigitte prend la parole, sinon vous prenez la parole maintenant. Serge? Bon, il n'entend rien? Si, c'est bon. Vous pouvez, je peux donner la parole à Brigitte d'abord pour compléter ce que vient de dire aussi. Oui. Ça va? Oui. Ça va. Alhamdoulilah. Donc, moi, je vais continuer sur les solidarités transnationales, notamment avec l'exemple du Pakistan, où depuis au moins 12 ans maintenant, on poursuit un projet qui a été monté avec des personnes pakistanaises qui étaient réfugiées en France et qui souhaitaient soutenir leur pays. Et donc, on a monté un projet dans un quartier, un des plus pauvres de Lahore, dont l'objectif était l'émancipation des femmes et la scolarisation des enfants de la rue. Donc, ça s'est vraiment fait parce que c'est un groupe sur place à Lahore qui a souhaité monter ce projet, qui a choisi le quartier parce que c'était vraiment le quartier où ils estimaient qu'il y avait une très grande pauvreté, très peu de scolarisation possible pour les enfants parce que la scolarisation était payante. Et donc, c'est avec eux que nous avons monté le projet. Et une des personnes de l'association en France est le frère de la personne qui mène le projet sur place. Ce qui permet de faire un va-et-vient permanent entre ce qui se fait à Lahore et le soutien que l'on peut apporter en fonction de leurs choix et de leurs besoins. Voilà, donc ça c'est le Pakistan. Sur le Sénégal, c'est le soutien de groupements d'intérêt économique montés par des femmes sur notamment tout ce qui est aussi transformation de fruits, légumes, céréales, vente, etc. Et un autre sur le maraîchage dans une région très pauvre en eau et où il y a vraiment, là aussi ce sont des femmes qui se sont mobilisées et l'objectif c'est vraiment de soutenir leur projet à elles. Et c'est toujours en lien avec des personnes qui sont ici sur Mulhouse. Donc de toujours associer les deux aspects. Voilà, je reste là des solidarités internationales et je repasse peut-être la parole au groupe chômeurs. Je la reprendrai après sur le projet du restaurant solidaire. Serge, Isabelle, si vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu vos préoccupations ils sont là pour témoigner que les gens dans ce pays deviennent de plus en plus pauvres, un certain nombre, et d'autres de plus en plus riches. On est sur le thème, en ce qui nous concerne, de l'information par les services publics qui concernent les personnes, qu'il s'agisse de la CAF ou d'autres choses, des services publics. Il s'agit donc de l'information qui les concerne et de la précarisation des personnes par et la dématérialisation des services publics qui mettent à distance les hommes les uns des autres, qui transmettent par Internet, par tous ces systèmes. Ce ne sont pas des outils, mais des systèmes qui ne sont pas à la portée de tout le monde, parce que ce ne sont pas des outils ordinaires, ce sont des systèmes. Il faut s'y spécialiser. On s'y est tous un peu, avec diverses fortunes spécialisées. Il y a toute une frange de la population dont la misère peut être renforcée par une impossibilité d'accéder à son information et en plus qui peut souffrir
par pudeur, on ne dira pas qui aussi parmi nous continue d'en souffrir, de décisions du service public, décisions brutales et violentes qui peuvent vous priver de l'intégralité de votre seule ressource financière quand vous n'avez pas un salaire, mais une allocation, pour laquelle on ne songe même pas dans les services publics à permettre que la personne puisse encore au moins disposer d'une part insaisissable, comme on le dirait sur un salaire par exemple, sur une ressource constituée de salaire. Donc il n'y a pas de part insaisissable. Une allocation qu'on réexamine, on en supprime la totalité. Pendant 3 mois, on croyait. Ici, ça fait déjà 5 mois que ça dure, et sans aucune date de sortie, d'éclairage, etc., etc. Donc on est là-dessus. Et l'autre projet de société qu'on anime dans nos débats, c'est le revenu de base. Voilà. Revenu de base, revenu universel, et aussi, on pense aux moins de 25 ans, aux jeunes de moins de 25 ans. Donc, je pense que Brigitte peut peut-être compléter rapidement. Ah oui, tu n'as peut-être pas fini, pardon. Isabelle, si tu veux. Oui, moi je trouve qu'il a bien fait le tour, Serge, mais je voulais vous dire qu'un des combats qu'on a pour le moment, c'est aussi d'obtenir enfin, vu la guerre et l'état d'urgence qu'a dit M. Macron, que pour toute personne, que ce soit un SDF, que ce soit une personne invalide, que ce soit une personne malade, CPAM, CAF, Pôle emploi, qu'on arrive à avoir un minimum, parce que pendant que les autres se mettent à bosser sur vos dossiers, vos traites, elles continuent à sortir, comme les restaurateurs, comme les fleuristes, comme les libraires. Ils savent maintenant tous ce que ça veut dire la précarité. Et je pense, pour clôturer, laisser la parole à Maxime, que si nous ne restons pas humains et que nous ne créons pas des structures où nous allons défendre l'humain, parce que nous avons bien fait des structures qui s'appellent SPA, dont on s'occupe des animaux, qui est tout à fait normal, nous n'avons plus rien à faire ensemble et à avancer, parce que tout le monde parle de tout et de rien, tout le monde veut cliquer, mais dans ce cliquage, où est la place de chaque être humain? Oui, et je rajouterais, Très bien. Nous constatons actuellement qu'il y a des personnes qui ne sont plus informées correctement, parce que certains n'ont pas accès à l'outil informatique. La Poste, elle nous dit actuellement que les courriers, par exemple, le samedi, ne seront plus distribués pour des soucis d'économie. Donc, et aujourd'hui, si parmi nous, il y a des personnes qui souffrent réellement d'un manque d'information ou qui sont exclus du système, notamment de la CAF, eh bien, c'est aussi un souci au niveau de la communication. Et là, nous devons lutter de ce côté-là. Moi, je vois cette chose qui est un handicap pour nous tous. Donc, vous voyez, à travers ces témoignages, on a une place importante à des personnes qui se penchent. Ils se penchent pas seulement, ils vivent ces problèmes et se battent pour. Et c'est un petit peu, et de temps à autre, donc on fait le point, on a à nouveau une réunion spécifique sur ce sujet pour voir comment on peut avancer, etc. Mais je crois que Brigitte voulait encore maintenant rajouter quelque chose sur la table de la fonderie, tout simplement qui est le restaurant solidaire que nous avions lancé avec un certain nombre de partenaires. Oui, donc le restaurant solidaire, la table de la fonderie, est un restaurant qui est solidaire à 2 titres. D'une part, c'est de favoriser la mixité sociale, et pour y arriver, c'est en jouant sur les tarifs des repas qui peuvent aller d'un tarif normal, 11 € pour un menu complet, pour les personnes qui ont les moyens d'aller au restaurant, mais d'autres personnes qui ont moins, notamment qui sont en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, ils auront le même repas pour 6 €. Et d'autres personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer 6 €, eh bien, nous avons fait appel notamment à nos clients en général, qui parfois, à leur paiement, rajoutent 6 €, ce qui nous permet d'offrir des invitations gratuites à un certain nombre de structures qui travaillent avec des personnes qui sont dans la très, très grande précarité, pauvreté.
Et ce qui fait que dans ce restaurant, vous avez des personnes qui vont payer 11, d'autres 6 euros, d'autres rien, qui mangent le même repas et qui se côtoient. Et c'est vraiment un restaurant où il y a du lien social qui se crée, qui est important. Et on se rend compte d'autant plus maintenant que le restaurant est fermé pour cause et que c'est un manque pour les personnes de ne plus pouvoir se retrouver. Donc l'importance d'un restaurant aussi à ce niveau-là en tant que lien social. Le deuxième aspect de la solidarité, c'est que c'est un chantier d'insertion et que nous avons 14 personnes qui sont en contrat d'insertion sur cette structure et qui donc se forment, expérimentent, augmentent leurs compétences, etc. C'est aussi un lieu, nous avons voulu que ce soit un lieu de débat et d'échange et nous avions créé ce qu'on a appelé la fabrique à projets. C'était un débat par mois où on est monté jusqu'à même 50 pour 60 personnes qui participaient. Ensuite, on chutait à 15. Enfin, voilà, ça, c'est les aléas des débats. Mais c'était un lieu où on pouvait échanger sur un certain nombre de sujets et notamment présenter des projets. Et sont nés comme ça la monnaie locale, la cigogne, qui a été débattue dans ce cadre-là. Une épicerie participative a aussi été débattue dans ce cadre-là. Le ramassage de fruits perdus dans les vergers, eh bien, ce ramassage est mis en concert ensuite. L'association, maintenant, il y a une association maintenant qui existe et qui fonctionne à ce niveau-là. Des projets au niveau pédagogie alternative, la mise en place d'une crèche dans ce domaine-là a également été présentée. Donc voilà, c'est un lieu de foisonnement d'idées, de projets, une véritable plateforme de l'économie sociale et solidaire, qui est aussi un peu en berne actuellement, il faut le dire, bien sûr, vu la situation. Voilà, donc ce restaurant solidaire, c'est vraiment tout ce lien qu'on essaie de créer et les barrières qu'on veut faire tomber. À l'origine, le projet a été créé, maintenant le temps passe, c'était une douzaine d'années. Et vraiment l'idée au niveau de la NCM, qui était porteur du projet, c'était de dire arrêtons cette société à double, triple vitesse et arrêtons d'avoir d'un côté des restaurants sociaux pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui se retrouvent ensemble. Finalement, on est bien content qu'ils soient ensemble, là on les parque. Et puis de l'autre côté, des gens qui ont les moyens et qui peuvent aller dans des restaurants, bon chic, bon genre. Et donc c'était pour apporter une autre forme d'alternative et dire que c'était possible. Et on a démarré ce projet, notamment, je me souviens, avec un groupe d'un quartier populaire pour les Mulhousiens, c'était Wagner, déjà il y a 12 ans, qui était un groupe de femmes qui souhaitaient monter un projet multiculturel dans les repas. Et permettre à des femmes de pouvoir sortir de chez elles, de faire de s'expérimenter dans la restauration. Toujours est-il que la première directrice du restaurant solidaire, la table à fonderie, est issue de ce groupe qui s'appelait Rêve Elle rêve, voilà. Et puis il y avait un certain dans le réseau des associations, notamment des associations d'insertion, qui se sont regroupées pour constituer le restaurant solidaire de la table de la fonderie. Donc c'était partir des ressources locales, des volontés locales, et toujours d'associer aussi des gens qui sont dans des situations de précarité avec d'autres qui ne le sont pas, et de construire ensemble ces projets. Ça fait 12 ans que ça dure et continue à fonctionner. C'est pas facile. L'équilibre financier n'est pas toujours évident, mais on espère quand même pouvoir se sortir de la situation que nous sommes en train de traverser. Voilà. Et 2 mots, enfin même peut-être plus, sur le magasin pour rien. Le magasin pour rien qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. Le magasin pour rien, c'est tout simplement les gens qui veulent se débarrasser d'objets, etc., qui n'en ont plus besoin, plutôt que ça dorme dans un grenier ou que ça soit jeté, on l'amène au magasin pour rien. Donc c'est redonner naissance à un objet, le réparer, lui redonner naissance, vie. Et donc toute personne qui vient dans ce magasin peut prendre un minimum de 3 objets gratuits. L'objectif, c'est effectivement déjà de lutter contre la société de consommation, de surconsommation, nous on jette tout et on rachète, et puis également de se dire que la valeur n'est pas forcément dans l'argent et que la valeur peut être ailleurs. Il peut être dans le sourire,
le fait de se rencontrer. Là aussi, le magasin pour rien, eh ben, c'était également un lieu important, important d'échange. Voilà. Et il y a 10 ans, quand on l'a créé, on était le premier magasin pour rien en France. Notre idée est issue d'une expérimentation qui se menait à Fribourg, en Allemagne, toujours ces liens transfrontaliers que nous avions. Et actuellement, il y a, je crois, 48 équivalents magasins pour rien en France, à Paris et dans des villages de 300 habitants. Donc, ça a vraiment essaimé. Voilà. Donc, on peut dire aussi, c'est dans ce cadre, avec des expériences multiples, qu'on fait passer, parce que je vois quelqu'un de Claude qui est là, on fait partie de Changer le Cap, qui est pour nous un petit peu, qui permet de nous relier à d'autres expériences. Mais je vais encore vous faire patienter à ceux qui veulent poser des questions. Peut-être laisser la parole rapidement à Mohamed qui peut rajouter quelque chose sur le colibri et à Ali pour nous dire un petit peu comment il voit la communauté. Ali est là? Oui, il était là. Il s'appelle Ali, il s'appelle maintenant Asmin, alors donc, je ne sais plus. Mohamed peut nous parler un petit peu du news colibri, Ali de la communication, et Philippe pourra nous dire ce qu'on a oublié, quoi, pourra rajouter ce qu'on a oublié. Bon, Roger, je pense que c'est mieux de laisser la parole à Ali pour poursuivre sur les vidéos, parce que toutes les vidéos sur Magasin pour rien, Cyberprojet, ont été réalisées par lui. Donc, lui laisser tout de suite la parole. Je propose, avant de vous laisser la parole, peut-être qu'il y ait un petit échange sur tout ce que vous avez déjà présenté avec les personnes qui sont sur le plateau et puis celles qui sont en train de suivre le direct sur Facebook. Prendre peut-être 5 petites minutes pour échanger avant de continuer la présentation. Parce qu'en fait, là, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de la question des revenus universels et de la précarité qui s'accroît. Vous avez parlé aussi des problèmes des services publics avec de plus en plus de personnes qui sont exclues du système et notamment sur la question de la communication. Donc, est-ce que quand vous parlez de ça, vous parlez aussi du problème de la fracture numérique et de la numérisation des services publics qui exclut une part croissante de la population. Et effectivement, toutes les initiatives qui ont été portées autour de la question de la gratuité. Quand tu dis, Brigitte, qu'il y a 47 équivalents de magasins pour rien, est-ce que tu parles aussi des donneries ou des gratuiteries qui essaiment en ce moment? Et aussi par rapport aux épiceries participative, on en trouve partout. Là, en ce moment, il y en a 2 qui sont en train de se mettre en place en banlieue parisienne à côté de chez moi. Donc, est-ce que c'est aussi comment expliquer ça? En tout cas, ça a l'air d'être vraiment le type d'initiative de solidarité concrète et populaire qu'on est en train de voir partout en France et dont vous semblez avoir été un peu les précurseurs. Donc, par rapport à ces questions-là, est-ce que vous auriez des réponses, des précisions avant qu'on regarde les vidéos? Écoutez, je peux vous prendre par rapport au magasin pour rien. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est même pour le moment plus que 50, alors c'est très diffus parce qu'on n'a pas la prétention de vouloir tout coordonner. Alors il y a peut-être, mais si on rajoute encore des gratuiteries, il y en a certainement encore plus. Mais nous, on a une cinquantaine qui s'appelle magasin pour rien, quoi. Ça s'appelle en allemand Umsonstladen, donc qui ont le même principe. Donc, voilà. Un mot aussi pour le revenu universel et inconditionnel d'existence. On a depuis longtemps, depuis des années, on a ce groupe qui réagit, qui participe à des meetings. On a été invité avec ma complice préférée Isabelle à des rencontres nationales, enfin, etc. Et donc, toujours pour dire que pour nous, c'est quelque chose d'indispensable, de vital. Et je suis un petit peu irrité quand dans le milieu de militants, on entend dire mais ils ne militent plus parce qu'ils ont un revenu, enfin des choses comme ça. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il faut, non, c'est pas ça, c'est le salaire à vie ou c'est ceci, cela. Je dis, il faut à toutes les personnes qui vivent dans ce monde capitalistique, il leur faut tout simplement un ticket pour la vie et ça, c'est indispensable. Et automatiquement, ceux qui ont, ils rendront aussi des services, mais on ne dit pas d'abord il faut rendre des services, il faut travailler pour avoir un revenu après.
je m'arrête là parce que c'est en général c'est un coup de colère que je me paye à chaque coup. Alors je préfère le dire avant d'être provoqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu voulais dire que maintenant, je ne sais plus. Parce que maintenant, je me suis laissé emporter, mais je ne le ferai plus jamais. Qu'est-ce que tu voulais encore qu'on précise? Voilà, donc la précision, donc le magasin pour rien, c'est pas encore une gratuiterie, ça fait partie du même type d'initiative, mais là, il y a 50 magasins pour rien en France qui s'appellent comme ça. Oui. Donc la deuxième question que je posais, c'était par rapport à l'exclusion du système par rapport aux services publics. Quand, je ne sais plus, MNCP, je ne connais pas ton prénom, tu as parlé des questions de communication. Est-ce que tu parlais de la numérisation, en fait, de la fermeture des services publics et de la numérisation des services publics qui excluent un maximum de personnes? Parce que pareil, en fait, en banlieue parisienne, on a un problème de fermeture de centres d'accueil, de centres de santé, et il semblerait que ce soit assez général, cette fermeture physique. Exactement ça. Voilà. C'est la fermeture de certains services, mais également d'un service postal qui ne fait plus vraiment son boulot et des personnes qui n'accèdent plus aux infos et qui sont pénalisées par après, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un souci, bon, je dirais qu'il est récurrent maintenant. Pendant qu'on dînait avant de vous rejoindre, on se souvenait de mots entendus cette semaine par une représentante de la ville de Mulhouse qui parlait, voilà où on en est aujourd'hui, dans cette société qui renouvelle, qui sophistique de manière efficace la mise sous dépendance des personnes par cette dématérialisation qui ne sera jamais une réussite pour tout le monde. Nous le savons parfaitement. Dans les réunions, et très cordialement, on peut même y dire, j'y ai procédé récemment, ne nous racontons pas d'histoire, cette numérisation ne profitera pas, elle ne profitera jamais à tout le monde. Mais comment parle-t-on aujourd'hui à ce public qui souffre de la difficulté d'accéder à son information par cette dématérialisation? Eh bien, on parle, ça fait partie des bonnes intentions, elles sont évidemment nécessaires, mais on retenait là, juste avant de vous rejoindre, on parle d'éducation aux médias. On ne parle pas d'éducation à des enfants, hein. On parle d'éducation d'adultes. C'est quand qu'on arrêtera d'éduquer des adultes qui souffrent en fait d'une disposition qu'ils n'ont pas choisie, qui ne souffrent pas d'une incapacité personnelle ou d'une faute personnelle ou de quelques faiblesses. Non, la société leur impose cette dématérialisation, mais à leur égard, on parle d'éducation aux médias. Alors oui, la politique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et qu'on arrête de nous infantiliser et de parler d'éducation, alors que bien sûr, l'accompagnement, la solidarité a de l'avenir, elle est nécessaire. Mais je ne pourrais pas, moi, personnellement, travailleur social, je n'oserais pas parler d'éducation aux médias à des familles, à des parents, à des adultes, d'éducation, quoi. Non, non, j'ai pas à les éduquer. On a à se poser la question ensemble, comment pallier, comment résister à cette déshumanisation de l'information qui nous concerne. Ça, oui. Ali, tu voulais peut-être rajouter maintenant. Est-ce que Ali peut, ou est-ce qu'on a répondu un petit peu à ton interpellation et on peut laisser la parole à Ali pour qu'il nous parle un petit peu de communication en lien avec Mohamed sur le News Colibri? Oui, tout à fait. Alain vient d'envoyer un message sur le chat pour revenir sur la question du revenu universel en disant ce sera une obligation ou la révolte. Donc peut-être qu'on pourra en discuter après. Ce sera quoi? Une obligation ou la révolte? Moi, j'aurais deux questions, mais après Ali. Voilà. Ali, vas-y. Ali, il est là. Ali, il a perdu la voix. Et la voix, et puis il n'entend plus rien. Enfin.
Yes, ça. Ah, c'est quelque chose, hein. Oh là 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 là. Bon, on va faire son casque. Voilà. Là, vous m'entendez? On t'entend. Oui, oui. Voilà, c'est mieux. Hein. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Yasmine parce que j'ai le compte de ma fille qui s'appelle Yasmine. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui. Ah, oui, Toujours, oui. toujours. On t'écoute. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. L'essentiel a été dit. Sauf que, bon, moi, j'ai été séduit par le discours, enfin, avant de rentrer à la MCM, j'ai été séduit par le discours de Roger, qui se décrit comme un utopiste réaliste. C'est vrai que les grandes avancées, au départ, on a crié, enfin, on a dit que c'était ridicule, etc. Ensuite, après, on a accepté quand même l'idée, on s'est dit pourquoi pas, et finalement, ça a été adopté. Donc, tout ce qui est revenu universel et tout ça, pourquoi pas qu'un jour, en tout cas, le débat est sur la place publique. Pourquoi pas un jour que ça se concrétise et que ça se généralise. Donc, moi, en tant que passionné par l'image et par la vidéo, j'ai pensé qu'il était important de mettre, en tout cas, de médiatiser et de montrer les actions que la MCM conduit, comme vous en avez parlé, hein, le magasin pour rien, la table de la fonderie, etc. Ça, je crois que vous avez vu les liens, les liens ont été envoyés, je crois, hein, les liens pour les films. Oui. Oui, on a reçu les liens. Ouais. Oui, ils sont sur le site de PEPS et ils sont aussi visibles sur le Facebook. D'accord. En tout cas, ça permet de faire connaître les activités de la MCM au grand public. Il y a des gens, quand ils voient la vidéo, ils ne savaient pas, bon, ça existe à Mulhouse, là, je ne savais pas. Donc, voilà. Et moi, je pense que toutes les actions qui sont un peu je dirais, un peu innovantes ou qui sont un peu alternatives, elles méritent d'être connues du grand public. Voilà. Parfois, on souffre de l'isolement peut-être, ou le réseau n'est pas assez élargi pour faire profiter à tout le monde. Voilà. En tout cas, voilà. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Un idéal de vie. Donc, ça veut tout dire, quoi. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu, tout ce qui sort de l'ordinaire, les actions un peu innovantes. Et donc j'ai fait des vidéos donc, sur les actions de la MCM et également sur le projet de voisins solidaires en Allemagne, dont que Ossine a développé tout à l'heure. Donc, ça permet de voir des pratiques qui se font chez nos voisins suisses et allemands et d'échanger. Voilà. Donc, le film là est en cours de montage. Parmi aussi les vidéos qu'on fait ou qu'on a à faire bientôt, c'est tout ce qui est coup de gueule, cri du cœur, etc. Donc, voilà, donc moi, je suis à disposition des différents membres de l'association. Je dois voir Isabelle bientôt pour un cri de gueule, un cri de cœur, pardon. Cri du cœur ou un coup de gueule, ça dépend. Ça dépend comment, ça dépend que le ton qu'elle va employer. Voilà, donc voilà, en tout cas, moi, je suis optimiste. Les deux, mon capitaine. Les deux, oui. Je suis optimiste et voilà, c'est un combat de longue haleine, mais on va y arriver. Et je suis content d'y contribuer à mon niveau. Voilà, à vous, capitaine. En fait, moi, je vais peut-être prendre la suite par rapport à ce qu'a dit Ali. Donc, la Maison de citoyenneté mondiale, il y a quelques années, avait commencé par la publication d'un magazine qui s'appelait Colibri solidaire et distributif sur l'économie distributive, entre autres. Ce magazine-là, on a pu publier 7 numéros
qui a été publié, mais comme le travail de publier un magazine a été plutôt lourd et demandé des financements et des moyens supplémentaires, donc depuis, on a plutôt fait le choix de publier ce qu'on appelle les news Colibri, toujours solidaire et distributive, qui est une brochure de 6 pages dans ce format-là. Si vous voulez, peut-être que vous en avez déjà vu, c'est pour certains peut-être. En fait, et depuis cette date-là, on a publié, aujourd'hui on est à 28e numéro. En fait, chaque numéro qui est composé d'une ligne conductrice, d'une thématique particulière, avec des articles sur le fond et aussi surtout essentiellement la communication sur des expériences qui sont menées sur la thématique. Si je prendrais l'exemple, par exemple, le dernier numéro était sur la presse libre et du coup, il y avait des articles sur la question de communication actuellement, mais surtout aussi sur une radio locale et par exemple sur le travail qu'il fait Ali sur les vidéos. Et on a publié, la prochaine thématique sera sur les actions militantes qui donnent des résultats. On parlera certainement des actions qui sont menées, entre autres, un petit peu partout et qui ont donné des résultats malgré le climat un petit peu désespérant qu'on nous communique. Voilà, donc ça c'était par rapport à Colibri. Après, je ne sais pas si Houssine voulait parler aussi de nouveaux projets qu'on a sous la main actuellement sur la lutte contre la pauvreté, où j'ajoute, mais en tout cas, après, il y aura une dimension politique aussi à aborder, et là, on sera dans la dimension politique au sens strict du terme, les élections, le combat politique, où Alternative et Autogestion aussi, ils participent activement et depuis quelques années. Houssine, à toi, peut-être? Non, je pense que maintenant, il faudrait… Enfin, j'ai vu un message de Marjorie. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien ouvrir un peu l'échange. Après, on peut revenir effectivement sur ces projets en cours, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur la MCM. Je ne sais pas si Marjorie… En fait, j'ai vu un message comme quoi il y a des personnes qui aimeraient bien aussi nous interroger. Tout à fait. Alors, on a 3 intervenants qui souhaiteraient échanger. Donc, on a Patrick, Francine et Jean. Et ensuite, en effet, peut-être parler de ces nouveaux projets autour de la solidarité et des élections. Patrick? Moi, vous m'entendez là, c'est bon? En fait, j'ai 2 questions. Alors d'abord, j'ai trouvé vraiment intéressant tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a une capacité d'auto-organisation et en même temps, c'est discuté à travers la Maison de la citoyenneté mondiale, donc c'est vraiment très riche. Mais je voulais vous poser 2 questions concrètes. Premièrement, est-ce que à Mulhouse, est-ce qu'il y a des locaux pour Magasin pour rien, la Maison de la citoyenneté, le restaurant, etc., et les autres activités? Est-ce que c'est groupé dans un même lieu ou est-ce que c'est complètement éclaté dans Mulhouse? Je vous pose cette question parce qu'à Nice, j'avais visité une fois toute une rue où tout était regroupé. Et en fait, c'était vraiment étonnant, quoi, parce qu'il y avait des activités de ce type, mais regroupées dans la même rue. Et ça donnait une force à l'économie solidaire assez forte. Alors, c'est d'ailleurs lié à ma deuxième question, c'est que dans ce cas-là, il y avait quand même quelqu'un qui était à l'origine, qui était au conseil régional et qui trouvait des subventions aussi pour soutenir les activités associatives. Et donc, d'où ma deuxième question, c'est est-ce que comment tout ça fonctionne au niveau financier? Parce que faut les louer, les locaux, je suppose, ou faut les racheter, et puis peut-être qu'il y a quand même ça repose sur le bénévolat, mais il y a quand même des frais de fonctionnement et tout ça. Et donc, est-ce qu'il y a
comment vous financez toutes ces activités, quoi. Parce que ça se pose dans beaucoup de coins en France. Et là, les gens seraient intéressés pour savoir comment cette formidable expérience de la MCM fonctionne, quoi. Oui, il y avait Francine et Jean qui voulaient poser une question, et moi aussi, j'en poserai une après. Donc voilà, après Francine et Jean. À vous. Ce que je voulais dire d'abord, c'est bravo, parce que vous ne vous contentez pas de parler, vous agissez. Et ça, je pense que c'est l'ultime de la politique, hein. C'est de réussir à mettre en acte ce qu'on essaye de promouvoir. Alors, désolée, je suis arrivée en retard. Après, problème personnel. Donc, je me suis seulement branchée quand Brigitte parlait. Elle avait commencé à parler. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Brigitte, et comment tu t'écrivais, comment d'une chose à l'autre, on en arrive à poser des questions essentielles pour notre vie en commun, je dirais nationale et mondiale, hein, la question de la monnaie. Et je pense que c'est intéressant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement comment, à partir du territoire où on essaye d'agir, on peut construire, et comment, finalement, quelle est la taille, d'après vous, hein, qui êtes de vrais acteurs, quelle est la taille optimale pour agir territorialement? Moi, j'ai fait partie d'un gouvernement territorial. J'avais fait des marches de chômeurs en 95. J'ai embauché à mon cabinet quelqu'un du MNCP pour essayer de lancer une politique solidaire. Vous le connaissez, hein, c'est Robert Tramieux. Pour lancer une politique solidaire au niveau régional. Il y a plein de gens qui ont joué le jeu. Pendant 2 ans, ça a discuté, hein. C'était quelque part plus ambitieux que tous les travaux sur l'écologie aujourd'hui. Des gens qui ont discuté en toute autonomie, sans surveillance institutionnelle, etc. Il en est quand même accouché une souris. Pourquoi? Parce que les responsabilités régionales sont limitées, parce que peut-être le territoire était trop grand. Par contre, ça nous a permis de soutenir des associations locales, c'est vrai. Donc, la question, c'est finalement, de votre point de vue, quel est le bon niveau territorial? Parce que vous avez une particularité, c'est que vous êtes transfrontalier. Donc, vous avez inventé quelque chose de plus. Mais comment on le ramène au projet de PEPS? C'est-à-dire comment on fait du communalisme innovant pour dépasser les règles de notre République. Rapidement, pour répondre à cette histoire de terrain, je dirais spontanément, le territoire, c'est un espace où on peut se joindre facilement, rapidement. On est, par exemple, nous, on est plus facilement à Bâle ou à Fribourg que nous allons à Strasbourg, par exemple, pour être précis. Alors, donc, c'est quelque chose, un espace où on a à la fois, on a créé des liens et on peut se joindre facilement. Alors, c'est très flexible, à mon avis, mais il faut un territoire où on peut être actif. Voilà ce que je pense. Mais aussi, et si on lance des projets, appuyé, parce qu'on n'a pas encore parlé de politique, appuyé par une réflexion politique qui me paraît absolument indispensable, il faut à tout prix, avant de cerner ceci, cela, il faut à tout prix avoir des porteurs de projets dignes de ce nom, et pas des gens qui viennent simplement s'amuser un petit peu pour faire de grands discours
et puis attendre la prochaine réunion, c'est-à-dire des gens qui sont responsables. Il y en a une que je n'ai pas conviée, par exemple Mireille, qui s'occupe du magasin pour rien. Elle n'a rien à la limite, elle ne voudrait pas participer au débat parce qu'elle dit « moi, je ne vais pas faire de politique ». Et pourtant, elle gère de cette manière. Vous avez... On a perdu Roger. On a perdu. Voilà. C'est dommage parce que c'était intéressant là. On perd Roger au moment où il parle politique. Bon. En fait, c'est peut-être le réseau qui était qui est pas suffisamment. Roger se trouve dans les Vosges, donc ça va être compliqué de. Parce qu'il est à Bain-les-Bains, je vais essayer de. Enfin, il est dans les. Pour les Corbeaux, là, vous avez dit. Voilà. En fait, pour prendre, moi, je ne sais pas ce que Roger voulait dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il donnait l'exemple de Mireille chez nous, qui n'est pas politique, mais qui a. Ah. Zut. Il y a un problème avec ton micro. Ah là, ça décode là. On ne va pas vous perdre les uns après les autres quand même. Mohamed, est-ce que tu peux réactiver ton micro? Oui. Ah, voilà. Bah, pardon, voilà. En fait, ce que je disais, je pense que Roger, quand il parlait de Mireille, c'est une personne qui n'est pas politique, qui ne veut pas participer au sens strict du terme à une organisation politique, mais qui a, par sa manière de faire, sa manière d'accueillir les gens, sa manière de s'investir dans le projet, fait de vraies politiques sur le terrain. D'ailleurs, c'est elle qui est porteuse de projets de magasins pour rien et qui travaille depuis. Et il essaye de se contenir à ce projet-là, à le développer, à y travailler. Mais par contre, il n'aura pas certainement un discours politique. Là où c'est intéressant dans notre démarche à nous par rapport à ça, c'est que nous faisons tout le temps ce lien entre la réflexion politique, les causes des problèmes et des vraies solutions qu'on propose et qu'on expérimente, parce que ce n'est pas pour autant, nous, on n'arriverait pas probablement à résoudre tous les problèmes. Mais à travers l'expérimentation, on donne du sens ou de la valeur ou de la crédibilité à un discours politique. Et c'est vraiment, je pense que dans toutes nos expériences, parce qu'on parlera de la dimension politique après, notre expérience sur le terrain est que nous ne faisons pas qu'un discours politique, nous faisons aussi nous sommes sur le terrain présent. Ma batterie est en train de me lâcher aussi. Nous sommes présents sur le terrain et on expérimente ce qu'on dit. Et du coup, peut-être à une échelle, il y avait la question de territoire à une échelle plus réduite que ce qui pourrait se faire à l'échelle plus grande. Mais en tout cas, à chaque fois, quand on parle de quelque chose, on essaie aussi d'avoir une expérimentation sur le terrain. Voilà, après, je ne me fais pas pour je ne serai pas capable. Donc, j'espère qu'il reviendra nous rejoindre. Il est revenu. On le voit. Il est de retour. Roger. Ouais. J'ai en même temps à vous présenter les excuses de moi. Certainement, j'avais trop parlé, donc vous m'avez coupé. Et j'ai en même temps qui t'a coupé. Les excuses de notre élu municipal qui est minoritaire dans la minorité et qui n'a pas réussi à nous joindre, mais qui a à nous connecter et qui en a ras-le-bol. Et puis, mais il me charge de vous dire qu'il est de tout cœur avec nous. Et puis, on vous dira, si vous voulez, comment il agit ou quelles sont ses limites et ses possibilités. Voilà. Oui, il nous reste une demi-heure d'échange pour ce lundi de PEPS. Il y avait Jean qui voulait poser une question. Peut-être si d'autres personnes veulent poser des questions avant qu'on en termine justement avec une discussion autour des liens entre ces expérimentations concrètes et le projet politique qui en est le fondement. Jean ? Oui, d'abord, je voudrais dire que je suis impressionné par l'ampleur et la continuité des actions que vous nous avez présentées. Ensuite, bon, je pensais poser la deuxième question de Patrick sur la manière dont cela fonctionne de manière financière, et la réponse est déjà
venus jusqu'ici déjà. J'aurais deux questions. Une, est-ce que toutes les initiatives que vous avez présentées ont fait des petits dans d'autres parties de Mulhouse? Et la deuxième, c'est effectivement, vous avez établi des rapports avec les territoires voisins, des pays voisins, et je serais intéressé à savoir ce que vous avez appris finalement de ce travail en collaboration avec des pays qui n'ont pas forcément les mêmes traditions, les mêmes problématiques. Je ne sais pas, quelqu'un veut répondre à ma place ou si je réponds? Je réponds. Alors, je suis content que tu aies été impressionné. C'était le but de notre truc. Ça, mais ceci étant dit, pour les autres parties de Mulhouse, certaines choses ont été reprises. Par exemple, un magasin pour rien a été repris dans un centre social. Mais ça n'a pas duré. Je pense que oui, mais enfin, on fonctionne toujours, mais on demande Mireille. Donc, donc, ça a été repris en partie, mais. La boîte à partage. Oui, oui, c'est une boîte à partage, mais effectivement, nous, on est un petit peu trop critiques. Quand je vois une boîte à partage qui est la moitié du temps vide, je vois qu'il n'y a pas grand-chose à partager, mais enfin, donc je peux me tromper. Donc, il y a des choses qui ont été reprises, mais on peut dire que le lien, c'est surtout au niveau des autres, au niveau transfrontalier. Là, on se retrouve totalement. On a, par exemple, on s'est inspiré quand je vois Roland Sauer d'Allemagne, il a une pratique d'accueil de gens en difficulté, etc., dont on s'est beaucoup inspiré, ou des pratiques de tenue de réunion où les gens en grande précarité viennent prendre la parole et on les écoute. Ou en Suisse, j'ai un complice qui est Hans-Georg, il nous a beaucoup appris, notamment au niveau de la monnaie, le Bonnetsfonds, qui est et auquel on s'inspire de temps à autre, parce que la monnaie que nous poursuivons après plusieurs épisodes que Francine a au niveau du sol et puis d'autres choses qu'on avait fait, on est pour le moment à la cigogne et pour le moment, on a eu il y a 2 jours une réunion, une commission d'approbation de futurs partenaires. Donc, on est en train de passer à la phase vraiment d'expérimentation pratique. Et pour revenir aux Suisses, là, on a des rencontres sur les jardins urbains, sur la monnaie, sur l'économie des chômeurs qui se sont mis en coopérative. Et ces coopératives ont fait une union des coopérateurs. On a été, il y a 2 mois, à rencontrer un meunier qui finalement fait tourner un moulin qui récupère le blé pour faire de la farine, enfin, et toujours avec des méthodes très, très autogestionnaires, très participatives, etc. Donc, ça nous encourage. Le fait de se rencontrer les uns et les autres est quelque chose qui, pour nous, est absolument indispensable. Merci. On avait Nolwenn et Jean-Jacques qui voulaient poser une question aussi. Je veux juste rajouter par rapport à la réponse. Mais je crois que Jean-Jacques était avant moi. Ah, ok. Aussi, c'est pas très grave, mais je voulais rajouter par rapport aux propos de Roger qu'au niveau transfrontalier, enfin moi c'est mon impression, mais Ali qui a réalisé des vidéos sur notre travail transfrontalier, j'ai plus l'impression qu'ils s'inspirent plus de nous qu'on s'inspire d'eux. Voilà, en fait, au niveau social, j'ai l'impression que les expériences au niveau français, au niveau social, au niveau solidarité sont beaucoup plus poussées qu'au niveau de fribourgeois côté allemand ou Bâle côté suisse. Hein. C'est une impression que j'ai. Je ne sais pas. Voilà. C'était pour répondre à la question de Jean, je crois.
Je ne voulais pas le dire pour ne pas être taxé d'être trop prétentieux, mais enfin, merci aussi. Jean-Jacques? Oui, rapidement, ça tombe bien, Jean, que tu as apporté la question de la monnaie, parce que je voulais savoir quel était le lien entre la cigogne, la monnaie locale sur Mulhouse, et les différentes actions que vous avez, aussi bien à la MCM que les autres projets sur le restaurant ou la crèche. Comment est-ce qu'il y a des liens entre tout ça? Est-ce qu'il y a des prestations de services ou des choses comme ça qui peuvent être payées en cigogne? Donc, voilà, c'était un peu ma question, c'était quelle était la place de la monnaie locale dans tous ces projets? Donc, par exemple, à la table de la fonderie, le restaurant solidaire, il y a des personnes qui payent les repas en cigogne. Je veux dire que pour nous, la monnaie, on a été dans les différents... Avant même qu'on a parlé du sol, on a lancé une monnaie à nous qui s'appelait le plus de solidarité et moins de spéculation, et on faisait des marchés. Donc, ça remonte il y a à peu près 15 ans. Et donc, après, on a participé à l'expérience sol. Et puis maintenant, c'est au niveau de la cigogne qui, pour nous, est un moyen de faire le lien. Donc, toutes les associations qu'on a parlé, sauf le Magasin pour rien, qui n'a pas besoin de monnaie, ils ont adhérents du sol, parce que ça permet de nous lier les uns et les autres. Et ce besoin de lien, on l'a aussi fait parce qu'on vient de lancer, ça s'appelle le RIAS, un réseau, aussi, dis-moi le nom. Réseau interassociatif solidaire. Le réseau interassociatif solidaire. Voilà. Et avec un certain nombre d'associations où c'est pour se rendre de ces services, pour se lier, pour profiter, par exemple, des expériences des uns et des autres, et pourquoi pas se faire des prestations de services. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a, par exemple, les jardins de Cocagne, les jardins d'Icare, qui veulent rentrer au RIAS. Il y a 2 jours, j'ai vu une autre expérience de formation par rapport aux Syriens qui veulent rentrer au RIAS. Donc, c'est en train de prendre un petit peu forme. Donc, parce qu'on a effectivement, je pense qu'établir le lien est absolument indispensable pour ne pas être des secteurs d'égoïsme collectif, quoi. D'accord, mais ma question, c'était, là, tu as dit, donc ces structures, elles sont adhérentes au sol. C'est ça que tu as dit, hein. Les structures sont adhérentes au sol, mais est-ce qu'elles sont... À cigogne. Ah ouais, non, c'est parce que tu as dit sol à un moment donné, donc c'est pour ça que... Oui, c'est la cigogne, hein. Pardon. D'accord, et cette monnaie... Oui, le sol, c'est du passé. C'était avant, et je trouve qu'on a eu beaucoup de moyens pour le sol et on a perdu beaucoup de temps à discuter ce qu'on va en faire au lieu d'expérimenter, hein. C'est ce que j'ai tiré comme leçon du sol. Hein. Oui, mais j'étais à l'origine aussi, je connaissais bien le sol au tout début, quand c'est sorti. Et d'ailleurs, je dois toujours avoir la carte, je crois, d'ailleurs, quelque part. Mais comment vous l'avez financé ça au départ? Oui. Comment on a financé au départ de quoi? La monnaie complémentaire. On a eu, comment on l'a financé? Je crois qu'on a eu le sol, on a eu un financement européen et on n'a jamais eu autant de financement que pour le sol, entre parenthèses. Et j'ai toujours dit, j'étais en opposition un petit peu avec Patrick Livret, notamment pour dire qu'on fait trop de discussions et pas assez d'applications. Non, mais là, tu parles du sol, moi je te parle de la cigogne. Et la monnaie, on n'a presque rien eu. À la cigogne, on n'a presque rien eu, si ce n'est que dans le cadre de la mécanique des idées de la Fondation de France, quoi. La Fondation de France nous a permis de fonds européens. Oui. On a fait un micro-projet. Donc, on a eu un micro-projet de la CRES. De la CRES, oui. Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Juste pour dire, sur l'Orient, on a créé sur le territoire du pays de l'Orient, avec un permis communautaire, on a créé une monnaie locale, mais sans absolument aucune subvention, complètement autofinancée. C'est bien. Oui. Bien. Il y a Nolwenn qui veut intervenir, je crois. Oui,
Moi, j'avais une question. Bonsoir. J'avais une question sur… donc, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous fournissiez les crèches en repas. C'est bien ça? Ou j'ai mal compris? Oui. Et oui, donc, oui. Au niveau de l'approvisionnement, comment vous fonctionnez au niveau de la production, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ben, comme tous les restaurants, on a nos fournisseurs. Alors là, actuellement, on essaye d'avoir de plus en plus des légumes de toute façon locaux et si possible bio. On a une autre expérience dont je n'ai pas parlé, qui est également un chantier d'insertion, une cuisine centrale, qui livre 600 repas également à du périscolaire et qui est à 100% bio. Malheureusement, il faut dire que la production bio sur notre territoire n'est pas suffisante et qu'on a été obligé de se tourner vers une plateforme allemande, puisqu'on n'est pas loin de l'Allemagne, pour compléter le manque qu'il y a sur le territoire en France. Voilà. Quant à ce qui peut être de la viande, sur toute l'Alsace, il y a un seul boucher qui est en capacité de livrer une quantité suffisante pour 600 repas et il le sait. Donc, de toute façon, il ne risque pas de baisser les prix. Hein. Donc là, merci la solidarité dans ce domaine-là également. C'est là qu'on voit qu'après tout, finalement, le profit, il est là aussi. Hein. Mais on se bat et on arrive quand même au 100% pour le moment, mais on est en train de réfléchir et de se dire qu'on va peut-être baisser à du 70% parce qu'il y a des choses qu'il est impossible de trouver ou qu'il faut faire venir de bien trop loin, quoi. Donc, essayons de rester surtout local. Merci. Vous parliez aussi tout à l'heure d'une coopérative de chômeurs et des jardins urbains. Donc, dans le 93, on est mobilisé autour des jardins ouvriers et voilà, donc à avoir quelques infos là-dessus avant de terminer la rencontre dès lundi avec les questions politiques. Alors, la coopérative, des coopératives de chômeurs, c'est à Bâle, en Suisse. Et ils ont réussi à vraiment réunir une centaine de coopérateurs et à créer plusieurs coopératives. Hein, mais c'est une expérience pratiquement de 30 ans maintenant. Hein. C'est eux qui ont eu un des premiers restaurants coopératifs qui existe toujours localement. Quoi. Quant à sur les jardins urbains, Ossine pourra mieux répondre que moi. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur maintenant, parce qu'il y a un appel à projet qui a été lancé par le ministère des Solidarités pour promouvoir les jardins urbains, en fait, pour développer l'alimentation de proximité, comme ils appellent. Donc, nous, on a répondu avec Mohamed, qui a été philosophe de ce projet. On a répondu à cet appel avec une association, un chantier d'insertion aussi qui s'appelle les Jardins d'Icare. Donc, on attend avec impatience la réponse à ce projet-là. Apparemment, en fait, le gouvernement, en fait, l'État français veut développer ces jardins de proximité. Et donc, on a répondu à ça et on attend de voir, en sachant qu'on est déjà sur 2 jardins. Un jardin qui s'appelle la Garance à Mulhouse, qui est hébergé administrativement par la MCM. Donc ça, c'est un autre projet dont on n'a pas parlé. Et puis le jardin de Terrana, en fait, les jardins de Terrana, qui est une ancienne friche industrielle convertie en jardin par des propriétaires. Voilà, donc c'est des expériences qu'on est en train aussi de suivre de près. Bien, merci. C'est intéressant en fait de savoir que le ministère des Solidarités souhaite développer les jardins urbains sur des territoires qui sont laissés à l'abandon et qui souhaite en même temps, et que le gouvernement en même temps, qu'il y a les promoteurs immobiliers qui font tout pour détruire les jardins sur des territoires qui ont aujourd'hui une valeur foncière. C'est toujours la même chose. Hein. On va laisser les pauvres planter des carottes sur les endroits où surtout personne n'en veut, et à partir du moment où ça commence à être valorisé,
Et là, on assiste à une expulsion manu militari des classes populaires, quoi. Enfin, voilà. C'était le cri du cœur du jour. Pour notre part, on vous salue tous. J'arrive pas à envoyer le message. On a du covoiturage dans l'agglomération mulhousienne. À bientôt. Bon, à bientôt, merci. Salut bien. Salut. 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 Il nous reste un petit quart d'heure. Ça peut être intéressant de discuter des liens justement entre ces expérimentations concrètes et le projet politique qui est défendu par Alternative et Autogestion, notamment sur les questions. Alors, c'est à la fois Alternative et Autogestion et PEPS en même temps, pour être prêt, parce qu'on est tous sous les mêmes couleurs. Mais simplement pour revenir par rapport au projet, et c'est aussi une analyse politique, on a tout d'abord, si ça marche, c'est parce qu'on a des valeurs très fortes qu'on défend, qu'on est passionné par rapport à ce qu'on fait et qu'on a des personnes ressources qu'on peut solliciter de temps à autre pour des conseils, pour de l'accompagnement, etc. Et que chaque projet et chaque initiative, et ça c'est est mené par ce qu'on appelle un ou des porteurs de projet. Et c'est pour cette raison, si on n'a pas de porteur de projet, c'est pas la peine sinon on se disperse et on s'épuise inutilement. Par rapport à la politique, on peut dire qu'on a toujours été présent maintenant depuis des années. On est reconnu. Quand je dis on, et ça remonte il y a depuis, il vaut mieux ne pas compter des années. On a eu la chance d'avoir une municipalité qui est celle de Lutterbach, dont j'ai été le maire pendant un quart de siècle, qui nous a permis d'expérimenter ce qu'on expérimente maintenant au niveau de la démocratie active et participative. Là, c'était au niveau de la démocratie représentative. Et donc, ça fait qu'on a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité, beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de gens qui se sont référés à ce qu'on a fait. Bon, j'ai réussi même à me faire élire à un moment donné conseil régional. Donc, on a une espèce d'existence qui est connue et reconnue. Ça, c'est un fait, connu. Et c'est dans ce cadre, je parle simplement des derniers épisodes, que pendant les dernières municipales, et je pense que Mohamed peut me relayer efficacement parce qu'il est un complice permanent à ce sujet, on a lancé l'idée que les municipalités, c'est un terrain d'expérimentation. On en parle peu, à une petite ville qui est Riedisheim, un type qui venait à nos réunions est devenu maire, quoi. Il n'a pas pris sa carte, ça viendra peut-être, mais bon, Riedisheim est quand même une ville assez grande, je ne sais pas, un peu plus de 10 ou 20 000 habitants, enfin, qui existe. Mais on a surtout mis notre accent sur Mulhouse et on voulait, c'est dommage maintenant que les groupes de chômeurs aient parti, on voulait que ce soit une espèce de patchwork de personnes issues d'organisations politiques et d'autres, surtout de mouvements citoyens non encadrés. Et on avait une vedette américaine, en la personne de Isabelle, qui a pris tout à l'heure la parole, et ça fonctionnait. C'est nous qui avons mené ces débats depuis, je ne parle pas depuis 6 mois avant, mais quelques années avant les prochaines municipales. Et ça a bien fonctionné. Sont venues tout doucement les organisations politiques patentées sur la place. Et puis d'un seul coup, ça s'est transformé et on voulait que ce soit des mouvements citoyens avec l'appui des organisations politiques et c'est devenu des organisations politiques avec l'un ou l'autre citoyen actif en guise de bonne conscience et puis ça c'est... Donc on a réussi à avoir 7 élus sur Mulhouse, dont 2, on peut dire, qui sont de notre courant, qui sont là est au PC, et puis l'autre est Jean-Yves qui vous salue, qui est aux alternatives et au PEPS. Et donc, ça fonctionne plus ou moins bien, mais je crois qu'on a autant d'influence sur la municipalité actuelle majoritaire que presque sur cause commune. On a toute une série de thèmes qu'on a évoqués pendant cette campagne.
on a mené, par exemple, on va prochainement faire une conférence sur les problèmes sociaux en lien avec la municipalité en place. Mais parallèlement, on a créé une assemblée populaire citoyenne qui est l'expression des citoyens et qui agit maintenant régulièrement. Il y a deux soirs, on a eu une réunion avec tous les syndicalistes des transports en commun de Mulhouse sur les problèmes de gratuité. Donc, on a surtout mis nos efforts dans le fonctionnement de cette APC, Assemblée populaire citoyenne. Parallèlement, on a lancé à l'initiative du PC un groupe de réflexion sur les élections. Ils sont réunis toutes les organisations de gauche dignes de ce nom qu'on a sur Mulhouse, c'est-à-dire que le Parti communiste, France Insoumise, Alternative et Autogestion, le PEPS et le Parti socialiste, qui finalement joue, on n'a pas de problème, ça se passe très bien, ça se passe très bien avec eux, et nous avons la partie citoyenne cette fois-ci est très bien prise en compte. Et nous sommes en train de préparer les départementales. Ne manque que les écolos, enfin les écolos que certains nombre d'entre vous ont quittés, qui nous ont proposé un contrat de non-agression, c'est-à-dire on a le droit de présenter des candidats là où ils n'en présentent pas, et vice-versa. Enfin, donc voilà un petit peu. Mais ce groupe élection, il fonctionne très bien. Ce qui veut dire que ce petit groupe dont vous avez un certain nombre de personnes qui sont devant vous et d'autres encore, il a une influence certaine sur la vie politique mulhousienne et des environs. On est connu et on est reconnu. Et l'autre aspect, c'est l'expérimentation que vous avez connue. Maintenant, je pense que Mohamed, si tu peux dire ce que je n'ai pas dit, ou Brigitte. Ben... Il y a Philippe qui n'a pas du tout parlé. Je ne sais pas s'il a envie de dire. Ah ben, s'il peut, il fait partie de tout. Hein, donc. Oui, merci Jean-Jacques pour. Si des personnes qui ne se sont pas encore exprimées ont envie de dire quelque chose. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question à poser par rapport à tout ce qui s'est dit. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les jeunes. Est-ce que vous avez des rapports avec eux? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les actions que vous menez? Et est-ce qu'il y a des contacts qui sont établis de différentes manières vers eux, quoi, que ce soit les jeunes travailleurs, les jeunes étudiants, les jeunes chômeurs où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Avant que vous répondiez, est-ce que d'autres participants ont envie de poser des questions? Parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Oui, vous m'entendez là? Oui, Philippe. Oui, là j'aurais juste une question à Ali. Est-ce que tu peux nous répéter le site YouTube où tu officies, s'il te plaît? Vas-y, réponds tout de suite, Ali. Mais Ali, je ne sais pas ce qu'il a. Il a son casque, il n'entend jamais rien, quoi. Ouais, mais... Ah, d'accord. Bon, ben, je mettrai le lien. Micro, Ali. Micro. Je dois répéter la question? Non, il n'a pas son micro en marche. Ali, si tu veux, tu mets le lien et on le met en commentaire. Mets-le en chat de commentaire. Ouais, ça va être... Voilà, comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et peut-être avant la réponse de Martine, d'autres personnes qui voudraient poser une question? Chouchou, Sophie, Jean, Fauché, si vous avez une question à poser ou une réaction? Non, ça va? La question sur les Je territoires. crois que Jean a une extinction de voix, donc il ne peut pas parler. Non. D'accord. Vous m'entendez? Moi, j'aurais bien voulu poser une question qui était finalement comment, Roger, mais ça peut être d'autres gens qui répondent, tu vois vraiment le lien entre
le projet, parce que si tu veux, là tu as répondu pas mal au niveau des municipales, là on le voit bien, mais dans un rapport de force au niveau national, comment ça peut fonctionner ce type d'expérience locale, quoi. Comment finalement on passe à un moment donné de l'action locale autogestionnaire à une action plus générale, quoi, par exemple contre Macron, contre le capitalisme, etc., quoi. C'est ça qui aujourd'hui… Merci. Voilà. Donc on va peut-être arrêter le lundi de PEPS sur ces deux questions-là, la question de Martine et la question de Patrick. Et la parole est à vous. Bon, par rapport aux jeunes, on a une association qui est hébergée aussi, j'ai oublié, là où il y a les chômeurs qui se réunissent régulièrement. On espère, pour le moment c'est un prémisse, qu'à travers le projet à aide aux discriminations, on arrivera à associer les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et que le but, c'est de pouvoir qu'ils s'expriment par rapport à ce qu'ils rencontrent, par rapport aux forces de l'ordre et ensuite de donner la parole aux forces de l'ordre et puis d'essayer d'établir un dialogue. Donc, on essaye de faire ça. Et puis, on a aussi, ça c'est récent, un certain nombre de sans-papiers qui sont des étudiants auxquels on n'a pas renouvelé leur carte de séjour et qui spontanément ont proposé leur service à un certain nombre de nos projets, mais qu'on soutient pour leur permettre de survivre. Par rapport à la question de Patrick, qui me paraît intéressant, qui est le fond du problème, je pense qu'il faut, si on veut construire la politique, avoir un rapport de force pour que nationalement et même mondialement ça change, il est indispensable qu'avant tout, on ait des groupes régionaux, des groupes qui fonctionnent, qui travaillent, qui réfléchissent, qui expérimentent, qui de temps en temps font un petit peu ce qu'on fait, nous, ou peut-être d'autres, d'une autre forme. On le fait avec notre sensibilité. Et ces différents groupes, pourquoi pas, au niveau d'une région, se retrouvent tous les mois pour refaire le point ensemble. Et je pense qu'avec l'aide d'expériences telles que Changer le Cap, par exemple, qui est à mon avis un bon terrain d'expérimentation et qui peut favoriser ce genre de rencontre, c'est-à-dire que partir du groupe local qui est sur un territoire, que j'ai essayé de préciser ça au niveau du genre, et que plusieurs groupes de ce type, d'autres appellera ça des cellules, se retrouvent au niveau d'une région, se retrouvent une fois tous les trimestres pour faire le point ensemble sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, et y compris les questions politiques et autres. Et ensuite, de temps à autre, nationalement, on se retrouve. Mais pas l'inverse. C'est pour cette raison que je pense que j'en profite maintenant pour dire qu'on a du mal à ces gens qui n'ont pas la voie de suivre un petit peu les réunions de la coordination toutes les semaines. Moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de choses. Donc, on peut avoir un bureau qui fait fonctionner la boutique, mais que les coordinations doivent être espacées pour permettre au groupe d'exister, de vivre et de promouvoir. Donc, c'est un espèce de pyramide qui se construit par des briques de base qui sont des cellules locales, des groupes locaux qui se retrouvent au niveau de la région, je dirais, Alsace, je ne parle pas du Grand Est parce que ça c'est une connerie qui ne correspond à rien du tout, et plusieurs régions font un territoire national et plusieurs autres régions font un territoire transfrontalier et on continue à essaimer de cette manière. Voilà comment je vois les choses, et quand on parle de coordination, il faut avoir quelque chose à coordonner. Et si on n'a rien à apporter dans la corbeille de la mariée, je crois que ça ne sert à rien, quoi. Si ce n'est que de faire des appels, des déclarations, etc. Ça ne mange pas de pain, mais enfin, bon, à mon avis, ça ne fait pas avancer la chose. Merci Roger. Peut-être laisser la parole à une femme pour terminer ce lundi de PEPS.
Francine, tu avais une dernière question et on pourra clôturer cet échange. Juste, excuse-moi, je fais un tac au tac parce qu'il y a Nolwenn. C'était pour interroger une femme, en fait. Comment? Il y a Nolwenn qui a posé une question sur le pad et auquel on n'a pas répondu. Ok. Vas-y, Francine. Bah non, je laisse la parole à Jean-Jacques. C'est Nolwenn, juste, j'ai posé une question sur le chat, en fait, mais comment dire, vous venez de donner une partie de la réponse. Après, moi, ça m'intéresse d'avoir, si quelqu'un de chez vous peut regarder la question sur le chat et de m'envoyer une réponse Vas-y, via. Dis laquelle. En fait, c'était sur, parce que par rapport au financement de tous vos chantiers, de toutes vos actions, etc., vous avez l'air très actif pour répondre aux appels à projets européens ou autres appels d'offres. Et je voulais savoir si vous connaissiez la provenance des fonds qui vous sont alloués au niveau de vos structures, si vous connaissiez la provenance exacte des fonds, en fait. Ils l'ont dit. Bah, c'est la région, c'est l'Europe. Oui, mais justement par rapport à l'Europe. Oui. Est-ce que vous connaissez la provenance des fonds qui vous sont alloués? Le pourcentage par rapport à toutes vos… Ah ouais. Ouais. Et la provenance, je sais que le programme Interag, par exemple, c'est financé. C'est des programmes de recherche? Non, ce n'est pas des programmes de recherche. C'est des programmes qui visent à développer les actions transfrontalières. Des Interreg? Interag, oui. Oui, bah c'est pour la recherche aussi. Donc, du coup… FEDER, ouais. C'est les fonds FEDER, ça s'appelle. Ah, des FEDER. Donc, effectivement, vous participez. En fait, vous êtes des comment dire, des niches de recherche scientifique. Vous faites partie des programmes de recherche alloués, des budgets alloués à la recherche. Et nous, on fait des projets. Mais la recherche très appliquée, en fait. Vous êtes, je ne sais pas, entre guillemets, des cobayes. Des expérimentateurs. Des expérimentateurs, excusez-moi. Oui, effectivement, Patrick, tu as raison, des expérimentateurs. Par contre, c'est très positif. Hein. Moi, je n'ai rien à redire. Hein. C'est très positif. C'est juste que c'est quand même intéressant. Donc, voilà, moi, je fais le lien à ce moment-là. C'est la recherche qui participe à l'application locale. Et c'est moi, voilà, ce que je trouve pour l'Orient particulièrement regrettable, que l'application de la recherche en local, elle est inexistante. Voilà. Et l'Orient, bon, c'est une université, c'est 9000 étudiants, c'est 240 chercheurs, c'est voilà, bon, il y a des recherches qui sont intéressantes. Mais c'est dommage que le citoyen n'en bénéficie pas. Bref. En tout cas, merci. J'ai la réponse à ma question. Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que j'ai appris là. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Comment on fait pour vous contacter, le groupe de Mulhouse, si on doit vous contacter directement pour avoir des informations, si on a envie d'essayer Je laisse le soin à Ossine de donner les coordonnées, mais je dis que la meilleure des choses, c'est de venir faire un tour. On vous fait une visite de notre territoire et vous avez droit à une indulgence plénière au paradis des autogestionnaires un jour. Mais en attendant, Ossine peut nous donner les coordonnées. Tu peux les envoyer après à Marjorie. Hein. Ouais. Faites un voyage apprenant. Voilà, il y a un nouveau site de PEPS qui est en construction, qui va bientôt ouvrir avec une page dédiée à Alternative Autogestion. Donc là, vous aurez toutes les Vous infos. pouvez venir au restaurant solidaire, aller au magasin pour rien, enfin faire des choses comme ça. Mais en attendant, on vous envoie les coordonnées. Hein. Oui, je les envoie sur la messagerie. Il y a des groupes qui veulent, parce que si tu veux, la réponse à ce que tu disais, tu viens toi-même de la formuler. En ce moment,
PEPS est en train de développer, enfin, il y a pas mal de groupes qui essayent de se développer sur le territoire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une coordination un peu rapprochée pour essayer de développer ces groupes. Mais là, je pense que vous êtes un des lieux, comme le 93 et comme quelques autres, comme Grenoble, où on peut commencer à montrer ce qu'on fait. Et donc ça, c'est très, très important. Et donc, si on peut effectivement organiser des voyages de groupe à groupe, ou en tout cas de gens qui veulent lancer des groupes et qui peuvent venir une fois à Mulhouse pour voir concrètement ce que vous faites, ça serait très, 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 très bien. Je dis ça aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce programme sur Facebook et ils peuvent nous contacter ou vous contacter directement pour faire ça, quoi. Voilà. Merci. Bien. Je viens d'envoyer les liens sur la messagerie, sur la discussion. C'est bon, c'est copié et ce sera rajouté. Donc, les liens de la Maison de la citoyenneté mondiale, on va diffuser, relayer partout. Eh bien, merci à tous pour cette soirée particulièrement enrichissante, intéressante, enthousiasmante, et pour toutes ces expérimentations et ces projets qui montrent que, oui, quand on fait de la politique, on fait de la politique par en bas, de façon autogestionnaire et concrète, en acte. Oui, je voudrais juste dire un petit mot parce que j'ai mis dans le chat, mais je ne sais pas si tout le monde a lu, que je suis membre de Changer de Cap comme Roger. Et nous sommes en train de tenir un forum en 3 sessions sur la précarité et l'auto-organisation. Et la prochaine session aura lieu sur Zoom le 25 février de 18h à 20h. Et ça sera particulièrement intéressant parce qu'un peu comme aujourd'hui, ce seront les collectifs engagés sur le terrain, parfois depuis 10, 20 et 30 ans aussi, sur le terrain de la précarité qui vont témoigner et ensuite il y aura des groupes de travail. Donc vous trouverez le lien et les informations sur le site de Changer de Cap. C'est très simple, tout attaché minuscule, changerdeCap.net. Voilà, ouais. Vous êtes tous invités à cette prochaine session du Forum sur la précarité de Changer de Cap. Voilà. Bien et merci, c'était formidable. Et ben, bonsoir à tous. À très bientôt. À dans 15 jours pour le prochain lundi de fête. Ok. Salut. Bon, bah, salut Francine. Bah, salut à toi. On est les 2 dernières. Bah ouais, je coupe la dernière parce que c'est pour pouvoir arrêter l'enregistrement en fait. Oui, j'arrête. Bonsoir et merci d'avoir récupéré la situation qui était compliquée au départ. Hein. Une belle réunion. Parfait. Bisous.